Plusieurs corps sont retrouvés dans un baril dans les bois. Commence alors un mystère qui durera plusieurs décennies et qui va conduire les enquêteurs à un redoutable tueur en série qui sera surnommé le Caméléon. Et il sèmera la mort tout au long de sa vie. Découvrez aujourd'hui la très célèbre histoire des meurtres de Bear Brook. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Tout commence le 10 novembre 1985 dans le parc national de Bear Brook, à Allenstown, dans le New Hampshire. Un chasseur trouve un baril rouillé qui dégage une forte odeur. Il jette rapidement un coup d'œil et découvre enveloppés dans des sacs poubelles 2 cadavres. Ce sont les corps partiellement squelettisés d'une femme adulte et d'une jeune fille. L'autopsie permet de révéler qu'elles sont mortes des suites d'un traumatisme contondant à la tête. En d'autres termes, elles ont été battues à mort, et ce, entre 1977 et 1985, mais impossible de savoir qui elles sont. Rien ne permet de les identifier, alors le relais est passé au médecin légiste, et il établit que la femme adulte est caucasienne, avec de possibles origines amérindiennes. Elle a entre 23 et 33 ans, mesure entre 1,57 m et 1,70 m. Elle a les cheveux bruns bouclés ou ondulés. Quant à l'enfant, elle a les mêmes origines caucasiennes, toujours avec un possible héritage amérindien. Elle aurait entre 5 et 11 ans, mesurerait entre 1,30 m et 1,37 m. Ses cheveux sont ondulés et châtains. Elle a les dents du bonheur et souffrait probablement d'une pneumonie au moment de son décès. Les policiers recherchent alors une correspondance parmi les personnes disparues dans les années 70 et 80, mais sans succès. Impossible en l'état de savoir qui elles sont et encore moins qui les a tuées. Et l'enquête stagnera une année. Jusqu'en 1986, les policiers sont sur une piste sérieuse. Ils pensent que les corps appartiennent à Grace Rip et à sa fille de 5 ans, Gracie. Tout correspond. Elles avaient disparu du Vermont en 1978. Une note avait été retrouvée à leur domicile dans laquelle Grace indiquait qu'elle partait avec sa fille de son plein gré, laissant derrière elle son mari et ses 2 fils. Mais une comparaison dentaire est effectuée et ça ne matche pas. L'enquête des meurtres Bear Brook repart alors de zéro. Puis les enquêteurs suspectent la femme d'être une certaine Elizabeth Lamotte, une adolescente du New Hampshire, disparue en 1984 alors qu'elle logeait dans un foyer pour jeunes. Elle n'a jamais été revue depuis, mais finalement, son corps sera retrouvé dans le Tennessee. Elle avait été tuée 4 mois après sa disparition, et donc, ce n'est pas elle. L'enquête repart alors encore une fois de zéro, et au fil des ans, différents portraits robots sont établis et diffusés dans l'espoir de les identifier. Plusieurs autres pistes sont étudiées, dont celle évoquée par plusieurs habitants d'Allenstown, celle d'une femme qui ressemble beaucoup au portrait robot et qui a quitté la ville plusieurs années avant. Mais cette femme a été retrouvée en Arizona. Encore une fausse piste, mais les enquêteurs persistent. Ils vérifient les listings de diverses écoles élémentaires, contactent leurs collègues dans d'autres États pour tenter de faire des recoupements. Ils interrogent les habitants d'Allenstown, où se trouve le parc, mais leurs efforts restent vains. Il faudra attendre l'an 2000, plus de 15 ans après la découverte des premiers corps, pour que l'affaire connaisse un incroyable rebondissement. Et l'affaire est confiée à un nouvel enquêteur. Et cet enquêteur se déplace à l'endroit où ont été retrouvés les cadavres. Peut-être y a-t-il des indices qui subsistent quelque part. Il fouille les lieux en élargissant la zone de recherche et tombe sur un baril en tôle, à peine 100 mètres de l'emplacement du premier. Il s'approche et là, stupéfaction, il découvre 2 corps. Ce sont les restes de 2 fillettes, et elles ont vraisemblablement été déposées ici en même temps que les 2 premiers corps en 1985. La plus petite avait entre 1 et 3 ans, et elle avait les dents du bonheur. Elle avait les cheveux blonds à châtain clair. Quant à l'autre fille, elle a entre 3 et 5 ans.
a les cheveux bruns, mesure environ 1,12 m et souffrait probablement d'anémie au moment de sa mort. Les légistes établissent que les causes des décès sont également dues à des traumatismes contondants. Face à autant de mystères, les enquêteurs élaborent des théories. Ils pensent que le responsable des meurtres est de la région, ou en tout cas qu'il la connaît bien, car l'endroit où ont été abandonnés les corps n'est à côté d'aucune autoroute. Ils pensent aussi que le meurtrier est le petit ami ou le mari de la femme. Puis à nouveau rien, jusqu'en 2013, date à laquelle des tests ADN sont effectués, et grâce à l'avancée de la science, on sait désormais que la plus jeune des filles et la plus âgée sont sœurs, et qu'elles sont génétiquement liées à la femme. Peut-être que c'est leur mère, peut-être que c'est leur tante. Quant à la troisième fille, celle du milieu, elle ne partage pas du tout le même ADN. Elle n'est donc pas de la même famille. Elle reste un mystère. Les enquêteurs pensent alors qu'elles ont été victimes de violences domestiques. L'analyse en isotope révèle qu'elles habitaient toutes depuis au moins 3 mois dans la région du New Hampshire où se situe le parc Bearbrook. Mais encore une fois, malgré ces avancées, impossible de savoir qui elles sont et qui les a tuées. Il faudra attendre juin 2017 pour lever un peu plus le mystère. Cette année-là, les forces de l'ordre font une annonce officielle. Une personne est suspectée dans l'affaire, un certain Larry Vanner. Il est mort en prison en 2010, mais Larry Vanner est une fausse identité. Le suspect a voyagé à travers le pays sous d'innombrables faux noms, tantôt Curtis Kimball, tantôt Robert Evans, tantôt Gordon Jensen, etc. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître, en plus de chercher l'identité des victimes, ils doivent aussi trouver celle du suspect. Jusqu'à présent, seules ses empreintes l'ont trahi. Des photos de lui sont diffusées et même une vidéo de son interrogatoire lorsqu'il était en prison. Et quiconque le reconnaît doit se manifester. All right, Larry. Your prints came back. You know your other name, right? Curtis or Gerald or Jerry or whatever name you're going by this week. Curtis Kimball. Curtis Kimball. Or Gerald what's his Mockerman? name? Mockerman, right. Ring a bell? No. Yeah. Et voici ce qu'on sait de lui. En 1985, alors qu'il vivait sous la fausse identité de Gordon Jensen, c'était un marginal qui vivait dans un parc de mobil-home en Californie, avec celle qu'il présentait comme sa fille, une certaine Lisa. Une famille du voisinage, les Deckers, sont devenus proches et se sont préoccupés de l'état de santé de Lisa. L'enfant était très malade, ils ont pris soin d'elle. Gordon avait dit aux voisins que la mère de Lisa était morte d'un cancer. Et s'inquiétant pour le bien-être de l'enfant, les Deckers ont décidé de l'adopter, car Gordon était donc un marginal incapable de s'occuper correctement de la petite, et il a accepté cette adoption, bien heureux de se débarrasser de Lisa. Lisa déménage alors dans son nouveau foyer et commence à montrer des signes de maltraitance. Un diagnostic indique que la petite a été molestée et torturée. La police s'est alors rendue au parc de mobil-home pour trouver Gordon Jensen à l'époque. Il est arrêté et ses empreintes digitales révèlent qu'il a déjà été arrêté sous le faux nom de Curtis Kimball. C'était en Californie pour conduite en état d'ivresse d'un véhicule volé. Alors en 1989, il plaide coupable pour l'abandon de l'enfant, le vol du véhicule et en échange, les charges pour abus ont été abandonnées. Et il est libéré sur parole 1 an après, en 1990, et il en profite pour s'enfuir, disparaissant ainsi des radars. Et il réapparaîtra en 2002 sous le nom de Larry Vanner. Il avait épousé une chimiste du nom de Eunsoon Jun en Californie. Et après 4 mois sans nouvelles de la jeune femme, ses proches se sont inquiétés et ont immédiatement suspecté son mari, Larry Vanner. Les amis ont déclaré sa disparition
Sa maison a été fouillée, Vanner interrogé, et les policiers retrouveront les restes momifiés de June, enterrés dans le garage. Elle a été battue à mort et démembrée. Larry Vanner plaide coupable de meurtre et est condamné de 15 ans ferme à la prison à vie. Et il a plaidé coupable pour que personne n'aille fouiller dans son passé. Mais c'est trop tard. Ses empreintes révèlent ses autres identités, notamment celle de Gordon Jensen. Mais même s'il est interrogé, il ne dira rien et mourra de cause naturelle en prison à l'âge de 66 ou 67 ans. Mais la petite Lisa a depuis bien grandi. Elle a désormais la trentaine et ne sait rien de son histoire. Elle cherche l'identité de sa mère sans relâche. Où est-elle? Et surtout, qui est-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle était encore enfant? Avec l'aide d'un officier de police, Peter Hedley, et de la généalogiste génétique Barbara Reventer, elle réussit à retrouver son identité. Ils vont l'ADN de Lisa à 3 bases de données de 3 entreprises de tests génétiques commerciaux différentes. Et par le biais de recoupement, grâce à un proche qui avait fait un test génétique et qui était cousin au 3e degré, elle retrouve une partie de la famille de sa mère. Et sa mère est une certaine Denise Baudin, qui avait disparu dans le New Hampshire en 1981, alors qu'elle vivait avec sa fille de 6 mois et son petit ami de l'époque. Et elles n'ont jamais été déclarées comme disparues, sa famille ayant toujours pensé que c'était un départ volontaire de la part de Denise. Et la petite Lisa s'appelle en réalité Dawn Baudin. Les enquêteurs demandent au père de Denise Baudin, donc au grand-père biologique de Lisa, s'il se souvient de cet homme avec qui est partie sa fille. Et il dit que oui. C'est un certain Curtis Kimball. Et il a une photo de lui. Et cette photo montre que c'est Gordon Jensen, ou encore Vanner, ou encore Evans. Le même qui a été confondu, en tout cas pour l'abandon d'enfants et le meurtre de June. Et il n'est pas le père biologique de Lisa. Les autorités pensent qu'il a tué Denise peu de temps après avoir quitté le New Hampshire, quelque part, en Californie, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Mais comme elle n'avait pas été portée disparue, je vous le rappelle, eh bien la police ne l'a jamais cherchée. Quant à la suite, vous la connaissez, il va élever le bébé de Denise jusqu'en 1986, après l'avoir maltraité de longues années durant, et, comme vous le savez, il sera condamné à une peine de 18 mois de prison, puis libéré sur parole, puis il s'évaporera dans la nature. Et les enquêteurs qui étudient le cas de la disparition de Denise Baudin font le lien avec les meurtres de Bearbrook. Peut-être que c'est Denise, la femme, dans le baril. Des tests ADN sont effectués en 2016 et ils révèlent que non, ce n'est pas elle. Mais surprise, les tests ADN montrent que Larry Vanner, aka Evans, aka Jensen, est le père biologique de la fille du milieu. Ce qui le relie définitivement au meurtre Bearbrook. Mais rappelons qu'il est mort 6 ans avant cette découverte, et que sa réelle identité reste inconnue. D'où l'annonce officielle de janvier 2017, dont je vous parlais. Eh bien, elle portera ses fruits, puisque seulement 2 mois plus tard, sa vraie identité sera dévoilée. Et c'est une technique de recherche inédite qui est utilisée. Les enquêteurs font preuve de malice. Ils rentrent l'ADN du suspect dans un site de généalogie appelé GenMatch, dans l'espoir de trouver une personne de sa famille qui aurait fait des tests ADN commerciaux comme il est courant de le faire. Et par chance, ils retrouvent des personnes ayant des liens de parenté. Et à force de recherche, les enquêteurs le suspectent d'être un certain Terence Rasmussen. Un test ADN est effectué sur l'un de ses fils nés d'un premier mariage, et il confirme son identité. Celui qu'il recherche est bien Rasmussen. Il est né en 1943 à Denver, dans le Colorado. Il a grandi dans l'Arizona. Il a rejoint la marine et en a été renvoyé en 1967.
C'est là que 2 années plus tard, il s'est marié, qu'il a eu 4 enfants. Il a vécu avec sa famille à Phoenix, toujours en Arizona, puis à Redwood, en Californie, avant que son épouse ne le quitte définitivement entre 73 et 74. Et la dernière fois qu'ils le verront, c'est à Noël 74. Et c'est l'un de ses enfants qui donnera son ADN pour qu'il puisse être confondu. Et à partir de là, l'itinéraire de Rasmussen devient flou. Il vit sous différentes identités et s'installe dans plusieurs États différents comme le Colorado, l'Idaho, la Virginie, le Texas, l'Oregon, Hawaï, la Californie, etc. Et il était connu pour voyager avec des femmes et des enfants. Il a occupé des postes d'électricien pour diverses sociétés pétrolières, ce qui lui a permis de déménager à travers le pays. Et quand on retrouve sa trace, après qu'il se soit fait quitter par sa femme, il porte le faux nom de Robert Bob Evans. Il s'installe avec une femme du nom d'Elizabeth Evans et les enquêteurs ont recherché cette femme, mais sans succès. Et pendant toutes ces décennies d'itinérance, il commettra divers délits, conduite sous influence, conduite de véhicules volés, conduite sans permis, et c'est presque une nouvelle identité qu'il donne à chaque arrestation. Je vous l'ai dit, tantôt Curtis Kimball, tantôt Gordon Jensen, Larry Vanner, Jerry Mockerman, etc., etc. Il voyageait à travers le pays sous de fausses identités et se disait père célibataire pour appâter ses victimes. Victimes qui sont généralement des mères célibataires. Et il molestait les enfants. Je précise, d'ailleurs, que je n'ai jamais lu ou entendu parler d'abus sexuels sur les enfants dans cette affaire. Alors, le mobile de ces meurtres, de toutes ces maltraitances, reste, à ce jour, inconnu. Et vous l'aurez compris, il tuait les mères, et parfois les enfants. Un criminologue, Jack Levin, a étudié le cas Rasmussen, et il ne ressemble à aucun autre tueur en série qu'il a pu étudier. Il dit que ce qui distingue Rasmussen de la plupart des tueurs en série, c'est qu'il a ciblé des personnes avec qui il avait une relation, alors que la plupart des tueurs en série ne le feraient jamais. C'est la dernière chose qu'il ferait. Au lieu de ça, il se concentre sur de parfaits inconnus. Mais à ce stade, on ignore encore qui sont les 4 cadavres de Bear Brook. Et il faudra attendre tout récemment pour le savoir. Juin 2019, le 7 plus exactement date à laquelle le procureur général adjoint du New Hampshire annonce lors d'une conférence que 3 des 4 victimes ont été identifiées. Plus de 30 ans après la découverte des premiers corps, il s'agit de la femme, de l'aînée et de la cadette. Et c'est en écoutant un podcast sur le sujet qu'un auditeur a pu faire le lien. On confirme la piste avec des tests ADN et bingo, ça match. Il s'agit de Marlise Elizabeth Honeychurch et de ses filles nées de 2 pères différents, Mary-Elizabeth Vaughn et Sarah Lynn McWatters. Et voici ce que l'on sait d'elle. En 1978, Marlise était partie rendre visite à sa famille, à La Puente, en Californie, avec ses 2 filles. L'une avait environ 6 ans et l'autre 1 an. Mais à la suite d'une dispute avec sa mère, elle est partie et sa famille ne les a plus jamais revus. Au moment de sa disparition, Marlise Honeychurch avait un petit ami, un certain Bob Evans, avec qui elle vivait dans le New Hampshire. Et il s'avère qu'il les a tués avant de déménager en Californie, ainsi que sa propre fille biologique. Mais on ne sait toujours pas l'identité de cette petite fille, et on ne sait toujours pas qui ni où est sa mère. Voici une photo de la petite Elizabeth Vaughn, l'une des filles mortes retrouvées à Bear Brook. Et les enquêteurs se demandent si cette petite fille-là n'est pas celle dont on ignore encore l'identité. Et regardez d'ailleurs cette interview de la fille du premier mariage de Rasmussen. Elle pense se souvenir de cette petite fille. I want to stay sober. I want to not be anything like my father.
Andrea Stiers says she gave up alcohol and marijuana the day after police knocked on her door with news that she had a half-sister who was murdered by her father. She was 4 the last time she saw her biological father, Terry Rasmussen, but this case has unleashed new memories. She was adorable. I didn't remember her, but I do now. She has not been identified yet, but Stiers and her siblings call her Anita Moon. Stiers thinks the child was half Asian and has a theory on why Rasmussen killed her back then, but not Andrea. I think he killed my sister because she didn't look like him. I really can't stand my face sometimes when I look in the mirror because I look like him, you know? It's hard. Sorry. Sorry. Stiers says her mother banned them from asking about her father after he disappeared. Obviously, my dad was mentally ill and addicted to alcohol. There needs to be laws to protect children from their drug-addicted and mentally ill parents. La fillette du milieu serait donc une certaine Anita Moon, mais il n'y a aucune preuve de l'existence d'une Anita Moon aux États-Unis. Elle est peut-être eurasienne, peut-être pas. À ce jour, les recherches se poursuivent. Et étant décédé, Rasmussen ne peut qu'être présumé coupable de toutes ces disparitions et meurtres. Mais les enquêteurs se demandent si cette liste de victimes, déjà bien longue, ne l'est pas encore plus. Il est également suspecté dans d'autres disparitions, notamment celle de Lorraine Rahn, une jeune de 17 ans. Rasmussen habitait à seulement 1,5 km de chez elle, dans le New Hampshire, et elle a disparu en 1980. Et 6 semaines plus tard, c'est une certaine Denise Dano, 23 ans, qui disparaît d'un bar de Manchester. Elle vivait à seulement 2 pâtés de maison de chez Rasmussen, dans la même rue. Alors peut-être, on ne sait pas. En l'état, les autorités pensent que Rasmussen a tué au total 3 femmes et 3 enfants, mais il pourrait y en avoir d'autres. Les enquêteurs pensent que la mère de la fille du milieu serait éventuellement une asiatique et qu'elle aurait été tuée, tout comme sa fille. Mais ce ne sont encore une fois que des suppositions. Et s'il y avait d'autres enfants aussi? Elisa, celle qui s'appelle en réalité Dawn, a dit que quand elle était enfant et qu'elle vivait avec Rasmussen, elle avait eu d'autres frères et sœurs. Ils étaient morts quand ils étaient enfants car ils avaient mangé des champignons vénéneux. On ne sait rien de plus là-dessus. Peut-être que les enquêteurs trouveront les dernières pièces de ce puzzle d'ici quelque temps, qui sait. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.